بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Je vais, si vous le permettez, faire une petite introduction assez brève en langue arabe et puis tout de suite passer aussi à une petite présentation en langue française. Après quoi, Madame Carole Latifa Amer, ici présente, va aussi nous donner quelques aperçus sur le programme que nous allons vivre pendant toute cette semaine, mais également sur des petits changements de lieu. Merci mille fois d'être présent parmi nous. أصحاب وصحبات المعالي الحضور الكريم، إنه لمن دواعي السرور أن أتشرف اليوم بافتتاح النسخة 12 من مهرجان فاس الثقافة الصوفية التي نرجو أن تنال إعجابكم. أول ما نحب أن نبدأ به هو احتضار المعاني السامية التي وردت في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس سلام الله النصر والتأييد، الذي يقول فيه: لقد استوعب أبناء هذا البلد الطيب منذ اعتناقهم للإسلام أن جوهر الدين هو تزكية النفس وتطهيرها من الأنانية والحقد والتعصب، وتحليها بمكارم الأخلاق والتثاني عن الشهوات المدلة للقلب والروح والعقل بضبط النفس ومراقبة سلوكها اليومي ابتغاء للاكتمال الروحي المصطلح عليه التصوف. ويدير صاحب الجلالة مشيدا بأخلاق المتصوفة ما أحوج الإنسانية في عالمنا اليوم إلى قيم المثلى بالأخلاق، إلى تفعيل قيم التسامح والتضامن والإيثار ورد الأنانيات والأوجاع. لما بدأ الحديث عن مفهوم الثقافة الصوفية لم تكن هذه العبارة شائعة بين الناس، ولكنها سرعان ما لقيت نجاحا لدى الأوساط الأكاديمية والشعبية معا، وأصبحت متداولة على نطاق واسع سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي. إن مفهوم الثقافة الصوفية لا يعني فقط الممارسة الصوفية كتجربة روحية، بل يشمل كل تجليات تلك الممارسة على مستوى الفعل الثقافي في الفن والآداب والفكر. بعبارة أخرى، إن المقصود بالثقافة الصوفية هو ترجمة الممارسة الروحية إلى تراث حضاري يشمل كل مجالات الحياة. إن السؤال الذي يطرح نفسه بالإلحاح هو التالي: كيف يمكن التصوف أن تشكل أرضية خصبة لتجديد فكر وحضاري لا سيما في زمن ما أحوج الإنسانية فيه إلى السمو الروحي؟ لا نرى أن اختيارنا للثقافة الصوفية في مختلف تجلياتها سيحقق الرهان الذي نصبو إليه جميعا، ألا وهو تعميق النزعة الإنسانية وإعطائها البعد المتعالي الذي كانت تعتقده. Mesdames et messieurs, chers amis, je vais donc passer ici en langue française. Au fait, si nous avons l'occasion d'avoir cette tradition de nous rencontrer en ouverture du festival de la culture soufie, avant que nous ne soyons tous ensemble pour partager des moments d'émotion artistique et spirituelle lors du concert, eh bien c'est parce que en réalité la culture soufie s'exprime à travers des aspects et des manifestations multiples qui sont à la fois intellectuelles, artistiques, mais aussi qui concernent tout simplement l'art de vivre, la culture en général, la poésie, la littérature, la philosophie et puis les valeurs. Et je voudrais donc, par là même, chaque année, nous faisons le choix d'une thématique et je voudrais partager avec vous quelques aspects, quelques percées des raisons du choix de cette thématique. Et je vais donc me permettre de lire devant vous un petit texte assez simple, mais qui essaie de reprendre un petit peu les idées les plus
importantes, en tout cas celles qui portent d'une façon particulière la thématique de cette année. Comme vous savez, cette thématique est la culture soufie, un humanisme spirituel pour notre temps. Et donc, cette thématique sera un fil conducteur qui nous permet de circuler d'un espace à un autre, comme c'est le cas ce matin dans ce bel espace de la Boanania, pour décliner donc un programme à plusieurs volets. Ce programme donne aussi à penser d'une façon générale quelle est la place du spirituel dans nos sociétés actuelles. Lorsqu'une spiritualité est abordée sous l'angle d'un patrimoine culturel, universel, elle devient une richesse vivante que chacun peut découvrir et aborder en toute liberté, et qui fait aussi l'objet d'échanges et de débats. Le patrimoine soufi, à la fois vivant et matériel, est sans doute l'un des patrimoines les plus riches et les plus diversifiés à travers le monde, jusqu'en Extrême-Orient, en Chine et dans le subcontinent indien, en Afrique, en Europe centrale, en Asie centrale et dans bien d'autres lieux. Il concerne des milliers de langues, d'expressions artistiques, littéraires, spirituelles et poétiques. Bien évidemment, un grand nombre de lieux, mausolées, zawiyas et ribat. On se souvient de la destruction il y a peu d'un grand nombre de mausolées de Tombouctou, mais aussi au Mali encore, de nombreux manuscrits de traités qui sont des véritables objets d'art calligraphique, souvent uniques dans les fameuses bibliothèques du désert. Ce dont on prend à peine la mesure aujourd'hui, c'est que le soufisme n'est pas seulement une mystique profonde et poétique exprimée par des œuvres universelles comme celle de Rumi ou d'Ibn Arabi, mais il est aussi un patrimoine universel de l'humanité, de toute l'humanité, quelles que soient ses convictions et ses appartenances religieuses. Faire sortir la culture soufie des cénacles académiques et universitaires et lui redonner sa dimension participative, populaire et sociale est un enjeu culturel à la fois pour notre pays mais aussi mondial. Nous connaissons tous ensemble les préoccupations, discussions qui sont autour des religions et de l'islam en particulier. Cette culture soufie peut nourrir et inspirer une pensée spirituelle, en l'occurrence face aux défis qui nous attendent, et qui dépasse souvent nos capacités à les penser avec nos catégories habituelles. Il est remarquable que de tels échanges puissent prendre place avec des conférenciers et un public internationaux dans une médersa du XIVe siècle, et que ce même lieu accueille des débats qui concernent les questions actuelles. Je ne sais pas si on s'en rend complètement compte, mais nous faisons revivre l'esprit de cette médersa, quelques siècles après, d'une façon nouvelle, évidemment, mais néanmoins en continuité d'une certaine façon avec cet esprit-là. Dans ce même lieu, d'ailleurs, où nous entrons ainsi en résonance avec des personnalités comme Ibn Khaldoun, qui étaient là, qui ont enseigné ici, qui ont engagé des débats, des échanges. L'Issam Ibn Khatib, le grand vizir de Grenade, poète et soufi et médecin, ou bien le Maqawi, l'auteur de Nafhaté. Donc, il a entretenu ici des discussions philosophiques, théologiques et spirituelles, souvent entourées dans l'entourage d'Abou Ilan, le fondateur de cette médersa. Donc des discussions qui nous fascinent encore aujourd'hui et qui nous interrogent. Cette continuité nous fait apprécier l'importance et la place d'une dimension historique. Donc la place et l'importance d'une dimension historique qui sont souvent occultées par les discours religieux lorsqu'ils deviennent idéologie. Un des grands problèmes des débats idéologico-religieux, c'est leur détachement par rapport au réel, par rapport à l'histoire, par rapport à la continuité de l'histoire et la continuité civilisationnelle. On est un peu dans l'interprétation théorique et théorisée, mais on oublie que tout cela s'inscrit, s'incarne, et c'est incarné par des réalités historiques, et nous sommes dans l'une d'entre elles et qui est une des très belles réalités de ce patrimoine spirituel. Donc toute spiritualité s'inscrit aussi dans l'histoire et dans une culture et devient un patrimoine indispensable pour construire un projet collectif.
Je crois qu'une telle approche évoque aussi à son niveau et à sa manière une réflexion sur le modèle de développement souhaité par Sa Majesté, que Dieu l'assiste, en prenant en compte le fait que tout modèle de développement s'enracine dans une matrice patrimoniale, culturelle et un ensemble de valeurs qui sont configurées et exprimées de manière à être des valeurs universelles, reconnues en tant que telles. La spiritualité et les droits humains, c'est l'une des thématiques de une table ronde, religion et droits humains. La spiritualité et les droits humains, au lieu de s'opposer, peuvent ainsi au contraire se soutenir et se compléter. C'est cela que l'on a essayé de définir comme un humanisme spirituel. Les grandes traditions spirituelles de sagesse de l'humanité, donc toutes les autres traditions que nous connaissons à travers le monde, partagent un référentiel commun de valeurs universelles. Elles promeuvent toutes les valeurs d'altruisme, le non-égocentrisme, l'humilité, la générosité, le respect de la nature et celui des autres, la tempérance et la sagesse, l'amour, la compassion, le pardon. Et puis, cette règle commune appelée la règle d'or, ne pas faire à autrui ce que l'on ne veut pas qu'autrui nous fasse à nous-mêmes. Ces valeurs peuvent-elles constituer une référence commune et un paradigme pour confronter les principaux défis de notre temps? Peuvent-elles être les seules valeurs qui nous permettront d'échapper au processus de déshumanisation en cours qui aboutit au transhumanisme? C'est aussi une table ronde qui est ainsi intitulée « Les spiritualités face aux défis de ce qu'on appelle le transhumanisme et qui peut-être, mais c'est un débat à ouvrir, qui est une forme de déshumanisation. En tout cas, est-ce que les spiritualités ont un rôle à jouer de ce point de vue-là? Ce sont de telles questions et d'autres encore que l'on abordera pendant plusieurs jours dans cette médersa qui s'anime à nouveau de savoir et de spiritualité. Voilà, je voudrais ici évoquer deux personnes qui nous sont très chères et qui ne sont pas et que nous séparons. La sénatrice Barisa Chiari, qui m'accompagne dans cette aventure spirituelle du Festival de Fès et qui a été retenue à Paris pour des raisons heureusement passagères de santé. Elle porte aussi haut, à Paris et ailleurs, témoignage de la richesse de cette culture du soufisme. Et évoquer avec vous la mémoire d'un ami très cher qui vient d'être rappelé récemment à Dieu et que nous avons été nombreux à aimer et à apprécier, le prince Rudolf Philippe, qui a affectionné d'une façon particulière ce festival au point de présider à l'organisation d'une édition remarquable de celui-ci à Berlin en 2015. Une cérémonie d'hommage sera rendue lors de cette édition. Je vous remercie. Voilà, la parole est à Latifa Carole Amir, qui est la directrice artistique de ce festival. Bonsoir à toutes et à tous, salam alaikum. Je vais en fait vous parler du programme et notamment j'en profiterai à chaque fois pour vous faire part de quelques modifications de lieu. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qu'a dit M. Fawzi Skali et avec émotion aussi, puisque il a insisté sur ce beau lieu, cette médersa. Et cette année, nous avons, comme les autres années, mais j'en profite pour dire que cette année, nous avons des jeunes qui sont avec nous et que si les jeunes ne sont pas avec nous, nous perdons justement ce rôle, cet aspect de la transmission. Donc je voulais saluer l'université, alors pardonnez ma prononciation, El Arawain de Ifran, avec des étudiantes suisses, afghanes, marocaines, et puis une association de jeunes qui s'appelle Par-delà les remparts. Alors je ne sais pas si les responsables de cette association sont ici, voilà, devant, et j'ai beaucoup d'émotions à les accueillir. Donc cette année, cette 12e édition du Festival de Fès de la culture soufie fait la part belle au patrimoine immatériel soufi
en revivifiant les grands textes des maîtres soufis. Donc c'est vraiment notre base de création, ces grands textes. Et en même temps, les rendre vivants aujourd'hui. Donc ça complète tout à fait les tables rondes. La création d'ouverture nous a permis de travailler sur les textes d'Al-Chouchtari, qui est un auteur andalou du XIIIe siècle, un peu moins connu que ses contemporains comme Rumi et Ibn Arabi. Et ce qui nous a intéressés, c'est que Al-Chouchtari fait partie du patrimoine du Maroc, puisqu'il est chanté encore aujourd'hui lors des Moussem, et que son nom a peut-être un peu disparu. Mais la personnalité d'Al-Chouchtari, ses écrits, sont un véritable pont entre les cultures. Et c'est cette identité même qui est celle du Maroc et de Fès. Donc nous avons la chance d'avoir trois grands interprètes, à savoir Marwan Hadji, qui est un enfant de Fès, Françoise Aslan, qui est d'origine française et maintenant marocaine, puisque par décret royal, elle a été marocaine, suite à sa belle interprétation devant Sa Majesté et Sa Sainteté le Pape. Et nous avons également Kourou Pignana, qui est né à Murcie, en Espagne, qui est la ville d'Ibn Arabi. Et Kourou Pignana est un grand chanteur de flamenco. Donc je vous invite ce soir à nous rejoindre. Alors là, petit changement de lieu, au Jnanspil. Voilà, un lieu qui s'adapte totalement à notre thématique cette année, qui a voulu souligner la culture soufie comme un art de vivre. Donc l'art des jardins est très présent dans la poésie, dans l'art de vivre, également l'art des parfums auquel nous consacrerons nos 2 dernières journées, notamment vendredi en recevant un grand ethnobotaniste et également parfumeur, Abderrezak Ben Shaban, qui est bien connu au Maroc puisqu'il a participé à la rénovation des jardins majorels. Et donc il y aura une masterclass et un atelier au parc Jnanspil, ainsi qu'une conférence de Leili Andvar, qui est une habituée du festival, voilà, sur le muscle des secrets, les parfums dans la poésie persane. La création de clôture, donc du samedi 26 octobre, aura lieu, elle également, au parc Jnanspil, contrairement à ce que vous avez pu voir dans le programme, ce qui constitue pour nous une belle unité de lieu, et c'est un lieu qui est parfait pour la thématique de cette création, puisque la création s'intitule « Le langage secret des fleurs et des parfums ». En collaboration avec Abderrezak Ben Shaban, nous avons sélectionné 7 parfums emblématiques du Maroc, et nous venons d'Andalousie, bien sûr, puisque nous commençons notre programme avec l'Andalousie, mais également d'Orient, d'Extrême-Orient. Donc toujours, nous avons voulu souligner ce pont entre les cultures qui est pour nous précieux. Et puis, cette création est conçue comme un voyage initiatique qui prend comme guide le parfum pour arriver à l'essence divine. Et je reprends ce vers de Rumi dans le Masnaoui. Le parfum est ton guide et te conduit sur ton chemin. Il t'amènera à l'Éden et au Kautar. Alors c'est une belle fin pour ce festival. Alors, pour reprendre la thématique jour après jour, demain, nous avons la chance d'avoir une très belle exposition des œuvres de Sami Ali. Sami Ali, qui est un grand psychanalyste, mais surtout qui a traduit en français, par ses origines égyptiennes,
les grands textes comme Annie Fari, Ibn Arabi. Nous aurons le plaisir d'avoir un intermède musical et poétique avec Amel Ayouch, qui est sur ma droite. Amel Ayouch, qui tout au long du festival sera parmi nous pour des interventions vivantes et poétiques. Et donc c'est un grand plaisir et un grand honneur de l'avoir avec nous tout au long du festival. Donc demain après-midi, l'après-midi sera consacré à l'art de vivre, puisqu'il y aura aussi une table ronde ici. Et puis nous reprenons nos soirées au parc Jnansby, nos soirées de Sama. Il ne pleut pas, parce que d'après la météo, apparemment ça sera le cas. Et à ce moment-là, on va se déplacer à la salle de la mairie pour les soirées des confréries, probablement pendant les 3 ou 4 premières soirées de cette semaine. Voilà, donc c'est encore une information voilà, qu'il est bon d'avoir dès à présent. Donc, cette année, vraiment, la culture soufie, nous la souhaitons plus vivante que jamais, de par la participation des jeunes. Et par rapport au programme aussi, nous avons mardi un bel itinéraire vivant et spirituel dans Fès. Donc là, on est dans quelque chose de plus actif. C'est sur inscription, je le précise, puisque nous privilégions quand même un petit groupe pour nous déplacer au fil de l'eau, justement, puisque c'est la thématique d'Anfès. Et justement, la source fait partie des thématiques, puisque cette année, interroger les origines et revivifier les sources font partie des démarches artistiques. Et je tiens en fait à saluer ici un partenariat avec l'Institut français de Fès. Nous avons la nouvelle directrice de l'Institut juste devant, en face de moi. Et mercredi, nous avons donc dans l'annexe de l'Institut français, donc pas de changement de lieu, un beau récital initié par le pianiste Patrick Scheder autour des sagesses. Alors, il y aura un remplacement d'acteur, puisque Michael Lonsdal, de par son grand âge, n'a pu nous rejoindre, hélas. Et c'est un autre très grand acteur et comédien qui est Jean-Claude Drouot, qui le remplacera avec beaucoup de talent. Et le lendemain, toujours dans notre partenariat avec l'Institut français, nous aurons une première mondiale avec Leili Andvar et Farzaneh Jourabchi, les contes des sages perses. Le mercredi, au jardin, nous avons aussi un chanteur de Fès, un franco-marocain, Azedine Alaoui, qui revient à Fès, justement avec un concert appelé Retour aux sources. Donc voilà un beau programme cette année pour perpétuer cette image de Fès, capitale spirituelle marocaine, et de pont entre les différentes cultures du monde. Fès rassemble et fait rayonner cette belle culture soufie qui est une véritable culture de paix dont nous avons aujourd'hui besoin. Merci beaucoup. Évidemment, si vous voulez à mon tour, ce que j'ai prévu de faire également, de remercier l'Institut français ici présent à travers Delphine Bourdon, sa directrice, mais évidemment Monsieur le Consul général de France, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous. Aussi le ministère de la Culture marocain, qui est aujourd'hui un partenaire vraiment très important, qui nous a permis de continuer cette belle aventure. Nous allons terminer parce que je crois que le but c'était simplement de voir un peu, d'échanger un petit peu quelques idées pour que nous partions avec des choses à ruminer, hein, sur lesquelles nous pourrions méditer. Donc nous allons terminer par une petite lecture de Amel Ayouch. Vous connaissez, pour un grand nombre d'entre vous, Amel Ayouch, qui est une grande actrice,
comédienne et, voilà, et artiste marocaine. Et on va terminer cela et puis on va se donner rendez-vous. Alors simplement, encore une information pratique, c'est que probablement les conférences peut-être même dès demain, s'il pleut, et ça pour demain on va peut-être encore redemander, parce qu'on avait eu l'autorisation en fait pour lundi, mardi, au centre, à l'Institut français pour les conférences, parce que c'est couvert. Et peut-être que demain, avec Sibrahim, nous avons l'autorisation. C'est dont on le remercie. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de remercier Sibrahim pour son apport considérable dans ce partenariat. Et puis il y a beaucoup d'amis, je voudrais citer, c'est beaucoup d'autres, c'est Ayush. Donc là, on va évidemment ne pas s'aventurer là, mais en réalité, il n'y a que des amis ici présents et des gens qui sont fidèles au festival. Simplement, donc demain, s'il pleut, nous allons à l'Institut français, n'est-ce pas, pour les conférences à Barbatra, de la Médina, qui est un très beau lieu. Donc demain, lundi et mardi, puisqu'il est probable qu'il pleuve, voilà encore une information. Et nous allons donc terminer avec Amal Ayush. Une parabole issue du Jardin de roses de Goulistan de Saadi, de Shiraz, donne l'image d'un poète qui entre dans un magnifique jardin de roses, d'une incomparable beauté, un peu comme le Jnanzbil ce soir. Il voit alors dans un coin un homme qui, apparemment, est en train de dormir. Le poète, indigné, impatient, le secoue et lui dit « Comment oses-tu dormir dans un endroit aussi beau? Regarde donc autour de toi. » Le derviche, qui apparemment était en train de dormir, lui dit « J'étais en train de visiter un jardin qui est 1000 fois plus beau que ce que tu vois ici, parce que ce que tu vois ici n'est que le reflet de ce que je regardais. »